Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Call Room. Aujourd'hui, on enregistre au studio de iRun dans le Marais. On a la chance d'être accueillis par iRun, donc merci à eux de nous prêter leurs installations pour ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir avec moi Cécile Lomley, donc c'est une préparatrice mentale. Vous avez été nombreux à nous poser des questions à ce sujet et ça fait quelques temps qu'on voulait développer ce sujet de la préparation mentale. Donc à quelques jours du début des Jeux Olympiques, c'est l'occasion idéale pour en parler. Salut Cécile, comment ça va ? Salut Julien, ça va très bien, merci. Je te remercie de l'invitation et je suis ravie de partager ce moment avec toi. C'est avec grand plaisir. Donc j'ai hâte que tu m'en dises un peu plus sur la préparation mentale et sur tout ce qui entoure les athlètes. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement quel est ton rôle ? Oui, alors donc moi je suis Cécile Lomley, coach professionnelle, préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, j'accompagne aussi bien des entrepreneurs, dirigeants que des sportifs, donc dans l'optimisation de la performance. Particulièrement, ce qui m'anime dans ce travail, c'est permettre à chacun de s'autoriser à croire à ses rêves et de trouver le chemin ensemble pour parvenir à les réaliser. Et pour pas qu'il y ait de fausses histoires, est-ce qu'il y a une différence entre une psychologue et une préparatrice mentale ? Ou est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est le même métier ? Alors, c'est bien deux métiers distincts. La psychologie du sport, on va vraiment intervenir dans un rayon de 360 degrés autour de l'athlète sur des problématiques particulières que l'athlète pourrait avoir. Le psychologue du sport peut également être en charge de la prépa mentale. La prépa mentale, quand les bases sont bien claires, bien définies, on peut aller plus loin sur l'optimisation de la performance avec tout ce qui va être la gestion du stress, la confiance en soi, mais je pense qu'on va y venir. On va justement en parler. Et est-ce que ça nécessite d'avoir des diplômes spécifiques ? Est-ce que toi, ça fait longtemps que tu fais ça ? Alors, la profession en préparation mentale, elle n'est pas légiférée. À date, moi, j'ai un master en sciences humaines et j'ai également un master en coaching professionnel avec une spécialité en préparation mentale du sportif. Et si maintenant j'ai envie de prendre un cas concret, si maintenant moi j'estime que j'ai besoin j'ai besoin de préparation mentale, ça consiste en quoi exactement la première séance ou une séance de préparation mentale, ça consisterait en quoi ? Alors, avant de démarrer la première séance, il y a une phase de prise de contact. Je vais pouvoir échanger avec l'athlète. En l'occurrence, me concernant, je propose une séance environ de 30 minutes où on va pouvoir vraiment échanger sur les objectifs que l'athlète souhaite atteindre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est amené à me solliciter ? Et donc, on va vraiment partager ensemble. C'est important aussi que l'athlète ressente que je suis la bonne personne pour lui, pour l'accompagner. Et puis, on va ensuite définir donc des objectifs à atteindre là où il a vraiment besoin d'exceller et de performer. Et je vais lui faire une proposition d'accompagnement et à l'issue, on pourra donc démarrer les séances une fois que tout est OK. Donc voilà, tout est bien sous contrat. Une fois que c'est sous contrat, donc une séance, on a les objectifs en ligne de mire. Et ce qui est important, c'est vraiment de partir de la page blanche à chaque séance. L'athlète va arriver, il aura peut-être eu des problématiques à l'entraînement, des problématiques à la compétition. Donc on va pouvoir libérer la parole et voir un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, on pourra se reconnecter, on va dire, aux objectifs qu'on aura définis au départ. Donc ça, c'est important et j'insiste sur là-dessus de de vraiment partir du besoin de l'athlète. Et du coup, j'ai deux questions qui me viennent. Ça veut dire que l'entraînement, j'ai envie de dire, du coup, tu fais comme un plan d'entraînement pour courir, mais du coup, là, c'est un plan d'entraînement mental. Ça veut dire que c'est adapté à chacun, ou finalement, il y a une seule ou deux méthodes qui marchent quasiment pour l'ensemble de la population que tu vois ? Alors, c'est vraiment, en effet, c'est adapté à chacun. C'est du sur-mesure. Au même titre que l'athlète peut avoir son plan d'entraînement, eh bien là, il peut en effet avoir des exercices qui lui sont proposés à travers la séance. Donc, il va y avoir des outils qui vont être travaillés, comme la visualisation, les ancrages de réussite ou des exercices encore même de respiration. Je travaille beaucoup également sur le mindset, sur la reprogrammation de la pensée. Et donc, à l'issue de la séance, systématiquement, l'athlète repart avec des exercices qu'il va pouvoir mettre en application aussi bien sur son lieu d'entraînement qu'avant une compétition, notamment à fort enjeu. Ça veut dire que la préparation mentale, finalement, on n'en fait pas qu'au moment du rendez-vous. L'objectif, c'est de mettre ça
en place tout au long de sa vie et tout au long, enfin, au quotidien en fait. Exactement. En fait, j'aime bien faire le parallèle au même titre qu'on peut faire attention à son hygiène corporelle, faire attention à son alimentation. C'est comment on va faire attention à son hygiène mentale. Donc, c'est tous les jours, au quotidien, d'en faire une habitude. Et c'est un petit peu la technique des 1%. Si tous les jours on fait 1%, ben voilà, après quelques semaines, quelques mois, ça devient une évidence et on n'y fait plus attention. Et la deuxième question qui me venait, c'est finalement, nous on a une majorité du public qui sont des coureurs loisirs, des personnes qui travaillent à côté, et on se rend compte souvent que forcément les athlètes de haut niveau, comme ils ont la pression, ils ont aussi besoin d'un accompagnement mental, mais on se rend compte aussi finalement que les coureurs loisirs, peu importe le niveau qu'on a, qu'on court le 10 km en moins de 30 minutes ou qu'on court le 10 km en 45 minutes, on peut avoir des blocages mentaux. Est-ce que la préparation mentale, elle est destinée uniquement aux athlètes de haut niveau qui visent des objectifs vraiment élevés, ou finalement elle peut aussi s'appliquer à un coureur loisir ? C'est une excellente question. La préparation mentale, en fait, elle n'est pas réservée uniquement aux sportifs de haut niveau. Un sportif, à partir du moment où il met tout son cœur dans son projet, il met de l'énergie, comme tu le dis, un athlète qui ferait le 10 km en 45 minutes, même 1 heure, et ça lui tient vraiment à cœur de progresser. Quand on sait que dans la performance, le mental peut compter jusqu'à 30 voire 40%, c'est super important de le travailler. Et en plus de ça, c'est que c'est transposable à toutes les sphères de la vie. Donc même professionnellement, l'athlète amateur, il va y trouver un réel intérêt. Il va prendre confiance en lui dans le travail, dans la vie de tous les jours. Et ça n'a pas de prix. Et ça permet vraiment de se sentir mieux au quotidien et de préserver son bien-être. Et justement, j'allais y venir. Finalement, faire de la préparation mentale dans un objectif de la course à pied, ça peut t'aider dans la vie de tous les jours. Moi, je le vois en tant que cas concret. Moi, j'avais sollicité de la préparation mentale pour la partie course à pied et j'ai vu que ça m'a aidé dans la vie au quotidien. Toi, c'est vraiment ce que tu essayes de mettre en place et que ça serve pour les personnes que tu accompagnes ? Exactement. En fait, dans les séances, comment on travaille, il y a toute une partie où on va vraiment définir s'il y a des freins, s'il y a des croyances limitantes, des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et on se rend compte que si on rencontre des difficultés dans la course à pied, par exemple, on peut aussi les retrouver dans la vie de tous les jours. Donc, c'est intéressant déjà d'identifier, d'apprendre à mieux se connaître. Et c'est ce qu'on parle souvent de développement personnel, mais ça va être au même titre qu'on peut muscler son corps, ça va être de venir muscler son mental à travers après des outils, des habilités qu'on va apprendre à développer. Ok. Et forcément, une petite question curiosité, forcément de l'argent, c'est toujours le sujet qui revient, sans rentrer forcément dans le détail exact de combien ça coûte. Ça fonctionne comment la préparation mentale ? Est-ce que c'est comme un médecin ? Est-ce qu'on le paye à la séance où on le voit ? Est-ce que c'est sur plusieurs séances ? Comment ça s'organise un petit peu à ce niveau-là ? Alors après, on parle au niveau de l'atteinte d'objectifs, ça peut aller sur un minimum de 5 à 10 séances par rapport en fonction de l'accompagnement, du projet de l'athlète. Moi, j'invite fortement à avoir un plan sur, par exemple, une saison sportive. Au niveau du coût que ça représente, ça va vraiment être spécifique en fonction de l'accompagnement qui va être proposé, vu que c'est du sur-mesure. Et en termes d'investissement personnel, c'est un apprentissage. C'est vraiment au fil de l'eau et on peut au démarrage faire une séance par semaine et puis après échelonner. Mais ce qui est important, c'est de garder la régularité. Et justement, dans l'introduction, j'en parlais, forcément en ce moment, tout le monde parle des Jeux Olympiques qui approchent. Est-ce que toi, justement, du coup j'ai bien compris que tu avais un public que tu accueilles qui est assez large, mais est-ce que tu prépares des athlètes qui vont participer du coup aux Jeux Olympiques d'ici dans quelques jours ? Oui, tout à fait. J'ai la chance d'accompagner 2 athlètes qui ont eu la sélection et qui vont participer aux Jeux Olympiques. Certains sont passés à ça des minima. Et donc, à date, ces 2 athlètes, donc Alice Finot et Louise Maraval, je me permets de les citer parce qu'elles m'ont autorisé aussi à le faire. Sinon, c'est quelque chose, là aussi, il y a le secret professionnel et on divulgue pas les informations. Donc là, on est en plein dedans, c'est en pleine actualité. Et puis, on travaille sur le avant, le pendant, après. Ça va être un événement avec plein d'émotions, de la fête, la joie, mais il y a aussi une certaine pression. C'est un événement qui se passe en France, donc il y a encore des paramètres aussi
à venir régler, même si évidemment le gros du travail est fait. Et justement, sans rentrer dans le détail du cas concret, parce que comme tu l'as dit, c'est sous secret médical, mais on a sollicité leur autorisation avant, donc il n'y a pas de souci pour ça. Qu'est-ce que toi, tu peux, si je prends maintenant l'exemple de Alice Finot, qui est bien connue chez nous, parce que forcément elle est championne d'Europe du 3 mètre steeple, même si je pense qu'il y a eu un sacré ascenseur émotionnel avec le titre qu'elle a gagné sur la piste, qui lui a été enlevé et qui lui a été remis ensuite. Si je prends le cas d'Alice Finot, qu'est-ce que tu peux lui apporter, si maintenant on prend son exemple au tout début de la première séance où tu l'as eu, et par rapport à maintenant, qu'est-ce que tu estimes avoir réussi à apporter à Alice ? Alors, il y a deux choses, juste secret médical, on parle plus de secret professionnel, parce qu'on n'est pas reconnus comme des médecins, on est vraiment des professionnels de l'accompagnement, on vient en complément. Par rapport à Alice, ça fait 5 ans aujourd'hui que je l'accompagne, donc il y a une très belle évolution. Alice était une athlète amatrice qui aujourd'hui s'est professionnalisée, donc les besoins ont évolué entre le début de l'accompagnement et aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on va venir chercher, donc c'est toujours, en tous les cas, c'est bien d'être très bonne, mais c'est d'être la meilleure dans ce qu'elle peut faire aujourd'hui, et ça va être vraiment d'aller chercher, et notamment pour les jeux, ce petit supplément d'âme, ce petit truc en plus qui fera la différence. Donc on est en train de travailler aussi sur ces millimétrages depuis maintenant quelques semaines. C'est fou parce que ça correspond pile poil au moment où vraiment elle a commencé à atteindre le haut niveau, alors que maintenant elle est au top niveau mondial. Est-ce que le fait que les Jeux Olympiques ça se passe à domicile, est-ce que il y a un entraînement spécifique supplémentaire pour le mental à apporter, ou finalement tu penses que ça va si on prend son cas à elle, est-ce que ça va la transcender encore plus et la pousser encore plus à aller chercher le Graal ? Alors, connaissant Alice, c'est sûr, ça va la transcender. Après, donc oui, il va y avoir cette surmédiatisation qui est pas à négliger. Néanmoins, la compétition, elle connaît les adversaires qu'elle va avoir. Elle a déjà fait des championnats du monde. Elle sait, elle est prête. Elle a tout mis en place depuis toutes ces années pour être au rendez-vous et pour être en forme. Donc, il n'y a pas plus de changements. C'est de revenir vraiment dans la réalité, dans le moment présent, et qu'elle puisse faire ce qu'elle sait faire de mieux le jour J. Si on prend le cas concret de Alice, et même si on élargit un petit peu plus, je pense connaître ta réponse et je la connais aussi. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une préparatrice ou un préparateur mental dans son entourage pour un athlète de haut niveau, c'est quelque chose qui est absolument primordial, ou certains athlètes peuvent réussir sans cette aide-là ? Forcément, moi je vais te dire que c'est incontournable au niveau de la performance. Que je disais, il y a 3 piliers, il y a le physique, il y a la stratégie, la technique, et le 3e pilier qui est le mental. Quand on sait que ça peut compter jusqu'à 30 voire 40% de la performance, moi je dis clairement aujourd'hui qu'un athlète qui passerait à côté de la prépa mentale, c'est un athlète qui peut passer à côté de sa carrière. Et si maintenant, ça je l'ai bien compris, qui peut passer à côté de sa carrière. Et si maintenant on prend le cas je sais que nous on en discute souvent entre nous, entre coureurs, il y a typiquement souvent cette peur de prendre le départ de la course, soit j'ai du mal à l'expliquer, mais il y a cette peur là qui existe chez les coureurs. Est-ce qu'il y a un remède particulier, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, ou finalement, moi j'ai la réponse à cette question, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais changer, ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe juste dans notre tête ? Alors, dans la performance, forcément, il peut y avoir après cette obsession de la performance, et quand tout va bien, et quand on arrive en compétition et qu'il peut y avoir cette pression, ça va être réussir à retrouver une certaine sécurité à l'intérieur de soi, faire abstraction peut-être des espoirs, de l'espoir que l'entourage peut mettre dans le projet, ou encore, on le voit, des fois ça peut être l'encadrement. C'est réussir à se détacher de ça, et bien sûr qu'il y a des techniques très puissantes qui existent et qui vont pouvoir vraiment se mettre dans sa bulle. On peut parler de l'ancrage, qui est un très bel outil. On vient replonger l'athlète dans un exploit sportif ou dans une compétition où il aurait eu d'excellentes sensations, et on vient se reprojeter dans le moment. Et au départ de la course, dans l'idée, c'est que l'athlète puisse mettre sur ce niveau d'énergie pour aller chercher justement le meilleur, et qu'il soit déjà sur cette vibration-là pour exceller dans son épreuve. Est-ce que quand on voit certains athlètes, si maintenant j'élargis un petit peu par rapport à la course à pied, on voit Rafael Nadal qui a toujours un positionnement, il faut qu'il positionne ses bouteilles toujours au même endroit. Si on prend l'exemple dans l'athlétisme de Jakob Ingebrigtsen, lui il a toujours quand il se fait présenter avant la course, sur la ligne de départ, il a toujours le même tic, le même mouvement, la même gestuelle. Est-ce que ça typiquement
Est-ce qu'on peut appeler ça un ancrage mental ou comment qu'est-ce que ça peut représenter? Complètement, c'est un ancrage. Ils viennent se conditionner, ils viennent se mettre directement où ils ont envie d'aller revivre ce qu'ils ont pu vivre. Et ça renvoie en fait un signal dans l'exercice en séance. Ils ont choisi le geste qui les caractérisait le mieux au moment de l'effort. Le fait de se le remémorer au moment du départ, eh bien là, ça va déclencher quelque chose dans le cerveau et ça va les mettre directement en condition. On parle en fait de la routine de performance au même titre qu'on ne prendrait jamais le départ sur une série ou sur une finale aux Jeux Olympiques sans s'être échauffé. Et tu sais de quoi je parle. Eh bien, c'est la même chose en fait. C'est on va s'échauffer mentalement pour être vraiment prêt à aller donner le meilleur du meilleur de soi et pour être performant à l'instant T. Donc par exemple, si je reviens sur un exemple concret, par exemple avec Alice Finot, ça veut dire qu'elle sait qu'elle a un échauffement physique à faire avant sa course. Par exemple, admettons, on prend les séries des Jeux Olympiques, elle sait qu'elle a un échauffement physique à faire avant, elle va aller faire un footing, elle va aller faire des étirements, des gammes, mais elle sait qu'elle a aussi un échauffement mental à faire, soit au même moment, soit un petit peu en amont de la course, soit juste avant de rentrer sur la ligne de départ. Exactement, c'est quelque chose maintenant qu'elle a travaillé depuis de nombreuses années. Mais elle va se conditionner à partir, ça peut être à partir de l'échauffement, et puis jusqu'à la ligne de départ, où elle-même va avoir ses petits gestes et ses petites habitudes qui vont lui permettre directement de se mettre en condition et pour être prête à performer. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille en amont. On le trouve parce que finalement, si je prends le programme d'un échauffement avant une course, un échauffement physique, on sait exactement, on le répète à l'entraînement ou dans la vie de tous les jours pour savoir exactement ce qu'on a à faire pour bien arriver prêt au moment sur la ligne de départ, au moment où le coup de pistolet retentit. Est-ce que c'est pareil pour l'aspect mental? Il faut le travailler un petit peu avant l'entraînement, il faut le maîtriser? Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui va en fait en pratique. Déjà, ça va s'appliquer au moment de l'entraînement. Encore une fois, tu es bien placé pour le savoir quand on a des séances à passer qui sont extrêmement difficiles ou ça peut être, je fais pas le parallèle avec Alice, mais de manière générale, eh bien la routine de performance, elle va permettre aussi de se dire, de remettre du sens, de pourquoi je suis là, pourquoi je fais les choses. Donc c'est quelque chose qui est préparé en effet en amont dans l'entraînement et ça va tellement devenir aussi une habitude, on va huiler les choses que c'est quelque chose après qui devient naturel et à l'approche de compétitions à fort enjeu, on peut retravailler éventuellement l'ancrage s'il y a besoin, mais après on est conditionné et de manière générale, les athlètes que j'accompagne connaissent le petit truc qui vont leur permettre de réussir. Du coup, pour prolonger ce qu'on était en train de dire, est-ce que toi, tu estimes qu'il y a une technique ou des techniques qui marchent mieux que les autres pour la préparation mentale? Alors, il y a différentes techniques. Encore une fois, vu qu'on parle du sur-mesure, certains vont être plus réceptifs que d'autres. J'ai pu les citer précédemment comme la respiration, la visualisation, la fixation d'objectifs. Une qui marche particulièrement bien, c'est le switch de la pensée. J'aime beaucoup partir des aspirations profondes parce que je pense que le cœur connaît le chemin et quand on vibre pour ce qu'on fait, c'est beaucoup plus facile d'y parvenir. Mais si on a un mindset ou un mental qui nous dit je vais pas y arriver, j'ai pas confiance en moi, je suis pas sûre de moi, forcément ça va complexifier le chemin pour aller là où on a envie d'aller. Donc c'est tout le travail qu'on va faire, on va déconstruire et déprogrammer finalement le mindset pour fluidifier le chemin. Et ça va être là l'entraînement mental aussi de se dire, à chaque fois que j'ai une pensée négative ou quelque chose au sujet de moi-même que je me raconte qui n'est pas confortable, une pensée à laquelle je m'identifie, et là je fais le switch et par amour pour moi, par estime pour moi-même, je m'apporte le meilleur et j'écoute mes aspirations pour aller dans cette direction-là et dans le sens de mes rêves. C'est comme si finalement on reprogrammait son GPS intérieur pour l'amener vers de merveilleuses destinations. Donc déjà, quelque chose de hyper facile à mettre en place pour n'importe qui au quotidien, c'est lorsqu'on a une pensée positive, lorsqu'on se dit ça je vais pas y arriver, par exemple si je me fixe un objectif de dire je vais courir sous les 40 minutes au 10 km, si d'un coup je fais un mauvais entraînement et je me dis c'est mort, là je vais pas y arriver, rien que le fait d'avoir des pensées négatives comme ça, quelque chose qui est facile à mettre en place, c'est déjà de chasser ces pensées négatives. Exactement, c'est de chasser. Alors souvent certains me disent mais c'est hyper dur ton truc ce que tu me demandes, mais en vérité c'est un entraînement mental et c'est de ne pas laisser se dominer finalement par des pensées négatives. Ce qui se passe c'est que chaque pensée, plus on va se dire
je doute de moi, je suis pas sûre de moi. Émotionnellement, on va ressentir du stress, de l'anxiété, ça va pas être confortable. Dans le comportement, on va être tétanisé avant le départ d'une compétition. Et le résultat, on peut passer à côté de la course et à côté des objectifs qu'on s'est fixés. À l'inverse, si on part avec un système de pensée, avec un mental gagnant, en se disant, je suis sûre de moi, je suis déterminée je vais y arriver. De fait, émotionnellement, il y a un truc qui se passe, il y a un regain d'énergie, il y a cette presque excitation, c'est ce qui se passe. Et dans le comportement, on peut même voir un comportement où on va se transcender. Et le résultat, souvent, il n'y a pas de secret, ça passe aussi par là. Et le succès arrive aussi à travers ce mindset-là. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut penser de nous-mêmes, même si j'élargis un petit peu par rapport à la course à pied, est-ce qu'on peut se dire, par exemple, moi je suis quelqu'un qui a, je prends un exemple, moi je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, je me vois pas atteindre ce niveau-là. Est-ce que le fait de penser ça, est-ce que ça existe vraiment, ou est-ce que ça c'est juste quelque chose qu'on se dit mais qu'on peut totalement passer outre? Alors, c'est-à-dire, ça existe vraiment? Si maintenant, je prends l'exemple de... Moi, je me dis, si maintenant, dans ma vie, je suis comme ça, je suis né comme ça, j'aurai jamais confiance en moi parce que je suis né comme ça. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... C'est inné, c'est comme ça? Ou est-ce qu'on peut arriver à le surpasser? Ouais, très très bonne question. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'âge, tout se transforme. Et au contraire, plus une personne arrive avec des croyances très fortes, plus pour moi, je vais m'amuser, entre guillemets, à les déconstruire ça, pour lui montrer par A plus B que c'est la personne de la situation. On rêve pas par hasard. Si on a une aspiration au fond de soi, tout le monde n'a pas l'aspiration de faire les Jeux Olympiques ou d'avoir une sélection en équipe de France. Certains, ça va juste, et ce qui est déjà très bien, c'est prendre du plaisir dans sa pratique sportive et justement enlever ce stress qu'on peut se mettre en début de compétition. Donc, plus on travaille ça en amont, on déconstruit finalement ce qui fait, on revient à la racine même de cette blessure intérieure, et bien plus derrière on va laisser place à autre chose et le résultat sera différent. Donc pas de fatalité, pas d'âge, le cerveau c'est de la plasticité, c'est comme de la pâte à modeler et on peut vraiment remodéliser les choses. Et du coup il y a deux questions qui me viennent. Est-ce que toi dans le public avec qui tu travailles, est-ce que forcément il y a un âge? Est-ce qu'il faut venir à un certain âge ou au bout d'un moment, je ne sais pas, si on atteint 40, 50 ans, c'est trop tard, on peut plus changer son mindset? Alors il n'y a pas d'âge. En effet, plus on commence tôt, plus c'est facile de déconstruire ses croyances. Après, quand on avance dans l'âge, ça peut être plus compliqué. Et encore une fois, c'est pas impossible. Et tout est une question de déclic. À partir du moment où on a compris comment ça fonctionnait, ça peut aller très très vite. Donc ça c'est important, et moi ce que je vois même là sur une question spontanée comme ça, de me dire quel âge ont les personnes que j'accompagne, avant tout sont des êtres humains. Je fais pas forcément attention on va dire je les vois pas forcément comme des champions, je les vois pas, c'est avant tout des êtres humains et c'est comment je vais les accompagner à exprimer leur plein potentiel, et moi c'est clairement ça qui m'anime dans ce que je fais. Et la deuxième question qui me venait, je prenais l'exemple d'un kiné, on me disait toujours que pour ne pas se blesser, il faut aller chez le kiné en amont, faire du préventif avant de faire au moment où on est blessé. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir, ils estiment qu'ils n'ont pas de problème, ils veulent juste exploiter à 300% leur potentiel, ou est-ce que les gens qui sollicitent de la préparation mentale, en fait, ils ont forcément un problème entre guillemets, bien sûr? Non, du tout. Justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est de se dire qu'on ne vient pas solliciter une prépa mentale uniquement quand on a un problème, même quand ça va très bien. Justement, c'est l'occasion de continuer à apprendre à se connaître, à connaître son fonctionnement, son schéma de réussite. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec les sportifs de haut niveau. Ils viennent, c'est pas forcément qu'ils ont un problème, c'est qu'ils veulent exceller dans leur pratique sportive parce qu'ils sentent au fond d'eux qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent aller chercher encore plus loin. Et c'est ce que la préparation mentale va pouvoir amener clairement. Et si je prends un peu l'exemple de Alice Finot, et ça va aussi rebondir sur ton propre parcours à toi, comment tu te mets en lien avec des athlètes comme ça? Est-ce que c'est toi qui les sollicites? Est-ce que c'est par hasard? Comment t'en es arrivé par exemple à être avec Alice Finot? Je crois pas du tout au hasard. Tout est une question de rencontre, d'opportunité. Pour la petite histoire avec Alice, j'étais licenciée donc à Bordeaux Athlé en 2019. Alice venait d'intégrer le club. Je venais d'être tout juste préparatrice mentale. On nous a mis en relation. Et puis, la relation s'est créée par ce biais-là. Et après,
ça a été, il y a eu des articles de presse qui sont arrivés et le bouche à oreille qui m'ont fait connaître dans la pratique, dans la prépa mentale. Et voilà. Comment tu imagines les Jeux Olympiques là à Paris pour Alice ? Tu penses que ça va... Tu vois ça comment ? Je vois ça grand. Et il faut qu'elle croie que tout est possible. Je parle souvent de nos limites. Les rêves connaissent les chemins. Et je pense que tout est possible. Est-ce que tu penses que... Je te pose un petit peu les questions comme elles me viennent maintenant. Tu penses que les clubs d'athlétisme mettent déjà des choses en place comme ça, comme la préparation mentale pour leurs athlètes ou pour les coureurs du club ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est déjà en place, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment une nécessité de le faire ? C'est encore timide, mais on voit que la parole, elle se libère énormément sur le sujet. Petit à petit, quand il y a des blocages ou des coachs qui voient que leur athlète a du potentiel où ils sont jeunes, moi, s'il y a des entraîneurs qui m'entendent, je les invite vraiment à solliciter, ou inviter l'athlète à solliciter une prépa mentale. Puis on commence jeune et plus, comme je le disais tout à l'heure, on va se libérer plus facilement. Et justement, quel signe un entraîneur il peut détecter chez un athlète ou chez une de ses coureuses ? Comment il peut détecter que ce coureur-là, cette coureuse-là, elle a besoin de voir quelqu'un, une préparatrice mentale ou un préparateur mental ? Ça peut être souvent le lien, on a des champions à l'entraînement, des personnes qui vont passer des séances avec des chronos qui vont être incroyables, où l'entraîneur, il se dit qu'il y a forcément quelque chose à la clé au moment de la compétition. Et puis malheureusement, compétition arrive, l'athlète passe à côté, il peut y avoir... l'athlète va exprimer qu'il peut avoir mal au ventre, les mains qui peuvent être un peu moites, sentiment d'avoir peut-être la gorge serrée, gorge nouée. Ça va être des signes qui vont montrer en effet que des signes de stress qui vont montrer qu'il y a quelque chose à travailler. Mais c'est intéressant ce que tu me dis, parce que finalement moi, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de décrire, avoir mal au ventre, avoir peur, avoir peut-être peur de courir, peur de prendre le départ, c'est quelque chose que moi je ressens quand je vais sur des compétitions parfois. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que on peut passer outre, ça peut ne pas être le cas. Exactement, on peut vraiment prendre du plaisir et ce que je dis en fait, c'est apprendre à ne plus avoir peur de ses peurs et de se libérer, et que c'est tout à fait possible de prendre plaisir dans sa pratique à travers différents outils qu'on peut mettre en place. Et du coup, on arrive quasiment sur la fin du podcast. Moi, ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est on a parlé énormément de course à pied, mais est-ce que toi, tu accueilles un public uniquement, tu travailles avec un public uniquement de coureurs, ou finalement tu élargis ça à un public bien plus large ? Alors, c'est un public bien plus large. Bien sûr, en fait, mon premier cercle a été la course à pied de par moi, mon parcours. À date, j'accompagne aussi bien des dirigeants, des managers dans les entreprises que des athlètes dans d'autres disciplines. Et finalement, si je devais résumer, toute personne désireuse d'optimiser sa performance, d'optimiser son potentiel, peut faire appel à de la prépa mentale. Là, j'ai eu dernièrement une étudiante qui prépare les concours aux grandes écoles comme Polytech. Donc, c'est vraiment très, très large. Et ma baseline, c'est faire pétiller son plein potentiel. Et j'ai vraiment à cœur de permettre à chacun d'exprimer tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Ok, hyper intéressant. Et si maintenant, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Tiens, j'aimerais bien essayer de faire un cours de préparation mentale avec Cécile », comment cette personne-là, elle peut te contacter, comment elle peut réserver une séance avec toi et discuter avec toi ? Alors, il y a 2 biais principalement. Ça va être mon site internet, www.cecilelomelet.fr, ou encore ma page Instagram, Cécile Positive, où on peut me contacter directement, et puis c'est avec grand plaisir que je répondrai aux questions des personnes. Ok, nous on mettra bien sûr toutes les informations dans la description du podcast, dans la description sur YouTube, et vous pourrez retrouver le profil Instagram de Cécile sur notre Instagram. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin là, avec les Jeux Olympiques ? Du coup, le podcast sera mis en ligne avant le début des épreuves d'athlétisme aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ? Comment ça va se passer peut-être pour l'équipe de France ? Est-ce que tu vois les choses en positif, ou comment tu vois ça ? Oui, forcément, j'ai envie d'y croire, de rêver grand. Et puis, si je devais résumer au sens large pour les athlètes qui vont courir les Jeux et pour les autres athlètes qui nous entendent, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves et ils connaissent le chemin. Merci pour ça, merci pour cet échange. J'espère que vous avez apprécié suivre ce nouvel épisode de Call Room. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci Cécile et à bientôt. Merci Julien, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom, podcast imaginé et créé par Runix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.